Aujourd'hui, les intervalles de confiance. Ce concept est partout, dans les médias, les études, les rapports d'entreprise, et pourtant, il est systématiquement mal interprété, même par les professionnels. Quand un sondage dit 55% des Camerounais sont favorables à une marge d'erreur de plus ou moins 3%, que signifie ce plus ou moins 3%? La plupart des gens répondent il y a 95% de chances que le vrai chiffre soit entre 52 et 58%. C'est faux. Aujourd'hui, je vous explique la bonne interprétation et pourquoi la nuance est si importante. Voyons ce scénario où vous êtes analyste de données dans une entreprise de la place. Vous interrogez donc 500 clients sur leur satisfaction et la moyenne ressort 7,8 sur 10. Votre directeur vous demande, est-ce que tous nos clients donnent cette note en moyenne? Vous ne pouvez pas répondre oui avec certitude. Mais vous pouvez dire que je suis sûr à 95% que la vraie moyenne de tous nos clients est entre 7,6 et 8,0. Ça, c'est un intervalle de confiance. Regardez ce que ça change selon la taille de l'échantillonnage. Avec 50 clients interrogés, l'intervalle est très large. Et dans ce cas, il vaut 6,8 à 8,8. C'est large et c'est incertain. Avec 500 clients, il se resserre un peu et on obtient 7,6 à 8,0. Mais avec 5000 clients, l'intervalle de confiance est étroite et plus précise. On obtient l'intervalle 7,74 à 7,86. Ce qu'on retient ici, c'est que plus l'échantillon est grand, plus l'intervalle de confiance est étroit et plus l'estimation donnée est fiable. Donnons la définition formelle de l'intervalle de confiance. Il s'agit ici d'un intervalle construit à partir d'un échantillon, qui contient le vrai paramètre avec une probabilité spécifiée, qui est ici le niveau de confiance. Généralement, ce niveau est de 95%. Voyez-vous, nous avons parlé d'un niveau de confiance de 99,7%, 95%, 68%, quand nous avons abordé certaines thématiques dans les anciennes vidéos. Et l'interprétation est correcte et c'est crucial si on répétait l'expérience 100 fois, environ 95 intervalles sur 100 contiendraient le vrai paramètre. Ça, c'est l'interprétation correcte de ce niveau de confiance de 95%. Le paramètre, lui, est fixe. C'est l'intervalle qui est aléatoire. Le paramètre est fixe, mais l'intervalle est aléatoire d'un échantillon à un autre. L'interprétation incorrecte qui est souvent donnée est que l'interprétation que tout le monde fait, c'est qu'il y a 95% de chances que le paramètre soit dans l'intervalle. Cette phrase implique que le paramètre est aléatoire, ce qui n'est pas le cas. Le paramètre, lui, il est fixe. C'est l'intervalle plutôt qui est aléatoire. Il est fixe, on ne le connaît tout simplement pas dans l'interprétation incorrecte, ce qui n'est pas valide. Parlons de l'intervalle de confiance pour une moyenne. Prenons ce premier cas. Sigma est connu. L'intervalle de confiance à 95% est tout simplement X bar qui représente la moyenne, plus ou moins 1,96. Le 1,96 est lu dans la table de Student fois sigma sur racine de n.
Nous avons parlé de ça hier, lorsqu'on abordait le théorème central limite. Ici, il s'agit tout simplement de l'erreur standard, sigma sur racine de n. Le 1,96, c'est le quantile à 97,5% de la loi normale standard. Maintenant, le deuxième cas, lorsque sigma est inconnu, ce qui est presque toujours le cas dans la réalité, on remplace sigma par S. Sigma, ça représente l'écart type de toute la population. Or, S représente l'écart type de l'échantillon, qui est tout simplement une partie de la population. Et S qui représente l'écart type de l'échantillon. Et on utilise la loi de Student plutôt que la loi normale. Lorsque sigma est connu, nous utilisons la loi normale. Lorsque sigma est inconnu, nous utilisons plutôt la table de Student plutôt que la loi normale. Et la loi de Student a des queues plus épaisses que la loi normale. Elle introduit plus l'incertitude, ce qui est honnête puisqu'on a estimé sigma. On n'a pas la valeur de sigma, on l'a juste estimé. Par exemple, on nous donne une population où n, plutôt un échantillon représentant n égale à 30. X bar qui représente la moyenne égale à 75 et l'écart type S ici est égal à 10. La valeur critique qui est directement lue dans la table de Student, lorsqu'on nous présente ici la valeur critique, notez souvent T de alpha sur 2, lorsqu'il s'agit de la table de Student, sur la ligne, on relève la valeur 0,025 et la colonne, plutôt, sur la ligne, plutôt la valeur 29 et la colonne 0,025, et on obtient l'intersection 2,045. L'erreur standard est calculée tout simplement par S qui représente l'écart type sur racine de n. N ici représente le nombre total d'échantillons qu'on nous a donné au départ. Et on a 10 sur racine de 30, approximativement 1,83. Donc, la marge d'erreur ici, c'est tout simplement la valeur critique multipliée par l'erreur standard. Et on a 3,74. Donc, l'intervalle de confiance à 95% pour cette situation est donc 71,26. Ça, c'est la borne inférieure et 78,74 qui représente la borne supérieure. Donc, nous prenons notre moyenne qu'on avait ici au départ. Nous faisons moins la marge d'erreur pour trouver la borne inférieure et plus la marge d'erreur pour trouver la borne supérieure. À présent, abordons l'intervalle de confiance pour une proportion. Sachez que pour une proportion, la formule est plutôt P chapeau plus ou moins 1,96 fois racine carrée de P chapeau facteur de 1 moins P chapeau sur N. Et on a quelques conditions d'application. Il faut tout simplement que N fois P chapeau doit être supérieur ou égal à 5. Idem pour 1 moins P chapeau. Donc N fois 1 moins P chapeau également supérieur ou égal à 5. Pour que l'approximation normale soit valide, il faut que les deux conditions soient respectées. Prenons un exemple de sondage politique où on nous dit qu'il y a 1000 personnes qui sont sondées. Et pour le candidat A, on a un pourcentage de 52% de personnes qui sont favorables ou bien qui donnent leur voix pour le candidat A. L'erreur standard est calculée comme suit. Nous avons dit ici, l'erreur standard représente cette partie. P facteur de 1 moins P chapeau. P ici représente le pourcentage qu'on nous a donné dans l'énoncé. Donc on a 0,52. En faisant le complémentaire, c'est-à-dire 1 moins P, on a 0,48. Le tout divisé par N, représentant ici le nombre total de personnes sondées qui vaut 1000. Et on a tout ça, la racine de tout ce qui est entre parenthèses, on obtient approximativement 1,58%. La marge d'erreur, ici, c'est tout simplement 1,96 fois notre 1,58% qu'on vient de calculer, qui est l'erreur standard. Le 1,96 ici,
c'est la valeur critique lue directement dans la table de student. Et on a 3,1% qui représente la marge d'erreur. Et ce qu'on peut dire ici, c'est que l'intervalle de confiance est entre 48,9 et 55,1. Donc, on est sûr à 95% que le vrai taux est dans cette fourchette. Cependant, il y a 3 facteurs qui influencent la largeur de l'intervalle de confiance, qui sont la taille n, plus n est grand, plus l'intervalle de confiance est étroit, et la largeur diminue en 1 sur racine de n. La variance sigma, plus les données sont dispersées, plus l'intervalle de confiance est large, et on ne peut pas contrôler ça. Et on a le troisième facteur qui est le niveau de confiance. À 99%, on a un intervalle de confiance plus large que 95%, qui lui-même à son tour donne un intervalle de confiance plus large que 90%. Donc, plus on monte en intervalle de confiance, en niveau de confiance, et l'intervalle de confiance devient de plus en plus large. Et si le niveau de confiance devient bas, l'intervalle de confiance se rétrécit. Prenons quelques exemples concrets. Le premier exemple ici concerne le centre d'appel. On nous présente 50 appels. Le temps moyen ici est de 4,2 minutes. L'écart type de 1,5 minutes. L'intervalle de confiance à 95%, c'est tout simplement 4,2 plus ou moins 2,01 fois 1,5 sur racine de 50. Le 2,01 est lu dans la table de student. Et lorsqu'on fait les opérations, on trouve tout simplement le 2,01 si est lu dans la table de student. Et lorsqu'on fait nos opérations, on conclut tout simplement que on a la marge d'erreur qui vaut 0,43. Comme résultat, on peut dire que entre 3,77 et 4,63 minutes, on est sûr à 95% que le temps d'attente moyenne réel est dans cette fourchette. 3,8 et 4,6 minutes lorsqu'on essaye d'arrondir. Avec prudence, en excès bien sûr. Le deuxième exemple ici concerne la satisfaction du client. On nous présente ici 200 clients interrogés. Donc, 160 sont satisfaits. En termes de pourcentage, ici ça représente 80%. Donc, l'intervalle de confiance à 95% est tout simplement 80% plus ou moins 1,96. La racine, là c'est la deuxième formule qui concerne l'intervalle de confiance pour une proportion. Et le premier exemple ici, c'est l'intervalle de confiance pour une moyenne. Pour une proportion, donc, on va faire 0,8 fois 0,2. 0,2 ici représente tout simplement le complémentaire de 0,8. On a obtenu ça par 1 moins 0,8, ça nous donne 0,2. Le tout divisé par n, qui était égal à 200. La racine fois 1,96 lu dans la table de student. Ici, c'est la table normale. Ici, c'est la table de student. Et on obtient à la fin 0,8 plus ou moins 0,055. Donc, le résultat, entre 74,5% et 85,5%. Attention, cet intervalle inclut les valeurs inférieures à 75%. Si l'objectif était d'atteindre 75%, on ne peut pas certifier qu'il est atteint avec cet échantillon de 200 personnes. Puisqu'on a les valeurs qui sont inférieures à 75% et qui sont incluses dans l'intervalle de confiance. Alors, s'il y a quelques points à retenir, il faut tout simplement retenir qu'un intervalle de confiance donne une fourchette plausible pour le paramètre inconnu. Le niveau de confiance
de 95% signifie tout simplement que 95 intervalles sur 100 construits de cette façon contiendrait le vrai paramètre. Aussi, l'intervalle de confiance s'élargit lorsque n diminue, lorsque sigma augmente et si on veut plus de certitude, c'est-à-dire lorsqu'on augmente en niveau de confiance, l'intervalle de confiance s'élargit. Et l'interprétation correcte, c'est que on est confiant à 95% et non qu'on a 95% de chance. Demain donc, on monte d'un cran avec les tests d'hypothèse. Je vous invite donc à vous abonner, à activer la cloche, à poser vos questions en commentaire. On se voit demain pour une nouvelle vidéo.